considérons la pensée de Raoul Servat, les travaux de réflexion de Raoul Servat, avec le plus grand sérieux. D'abord parce que Raoul Servat commence à écrire dans les études guadeloupéennes en manifestant son sérieux à travers son humilité. Dans son premier texte, il est écrit « Pour eux, à la critique, nous le sommes, parce que conscients de nos propres insuffisances. » Autrement dit, écrire pour Servat n'est pas un jeu, c'est un enjeu, c'est un engagement, c'est sérieux. Deuxième élément, c'est que Raoul Servat a le mérite d'initier une réflexion prospective sur le devenir de la société guadeloupéenne, plutôt que de s'enfermer dans la rumination des occasions perdues et la régurgitation de slogans passablement usés. Nous pourrions distinguer, si vous le voulez, de manière schématique, deux moments dans la réflexion de Raoul Servat. Un premier moment qui correspond à un discours militant, où Raoul Servat tente de donner une orientation politique à la lutte du peuple guadeloupéen. Un deuxième moment qui correspond à un discours relevant de la philosophie politique, où Raoul Servat analyse ce qu'il appelle l'effondrement de notre société, et ce constat, évidemment, appelle des redéfinitions d'une orientation politique, évidemment, mais surtout l'élaboration de concepts permettant de saisir la réalité de notre pays. Donc ici, Jean-Claude et moi-même, nous allons tenter d'inscrire ces questionnements de Raoul Servat dans le champ plus large de l'accélération de la mondialisation capitaliste et des tentatives de réponse qui lui font écho. Alors, il y a un premier embarras pour Raoul Servat et pour nous-mêmes, évidemment, c'est ce que nous appelons la difficile souveraineté. Qu'est-ce que nous entendons par là? Vous savez, le texte, on l'a souvent dit ici depuis ce matin, le texte qui a peut-être le plus marqué les lecteurs de Servat, c'est celui qui a été publié sous le titre « Le sens du pays ». Bon. Si j'ai bonne mémoire, ce texte a été publié dans le numéro 6 de la revue Études guadeloupéennes. Dans ce texte, avec un mélange de lucidité et en même temps de pessimisme, Raoul Servat écrit « La forme actuelle de rapport liant la Guadeloupe et la France constitue la vérité de la colonisation, c'est-à-dire son achèvement. Le système colonial, qui n'a point disparu, s'est installé au grand jour comme une démarche qui a réussi pleinement, puisque les menées séparatistes, entre guillemets, semblent s'être essoufflées ou ont perdu leur indépendance. Avec ces formules de Raoul, qui tombent comme une guillotine, l'écrivain, le philosophe, Raoul Servat en tout cas, prend acte de la grande difficulté qu'éprouve le peuple guadeloupéen à s'arracher à la minorité pour accéder à la responsabilité, pour ne pas dire à la souveraineté. Dès lors, Raoul Servat tente de repérer les obstacles qui se dressent sur le chemin historique de la communauté guadeloupéenne, communauté à laquelle nous appartenons. Et Raoul écrit « Le blocage que nous subissons principalement est le fait de la classe politique guadeloupéenne elle-même, une classe dont il est devenu impérieux de déterminer et de dénoncer les responsabilités historiques dans l'état actuel des choses. » Raoul Servat, à son premier blocage, en ajoute trois autres. La nature de l'État français et des institutions qui le gouvernent, l'inexistence d'une opinion publique constituée, éclairée, agissante, et enfin, et surtout, j'allais ajouter,
le désengagement des intellectuels. En quelque sorte, d'après Raoul Servat, c'est le délitement même du peuple qui ferme la voie à la souveraineté guadeloupéenne. Peuple, souveraineté. Voilà deux catégories qui méritent d'être repensées à notre avis. Qu'est-ce qu'un peuple aujourd'hui? À cet effet, est-il légitime de se demander s'il existe vraiment une entité que l'on puisse définir comme un peuple guadeloupéen? Pour Raoul Servat, le militant, le premier Raoul Servat, la réponse à cette question ne souffre aucun doute. Dans un article cité ce matin, Les indépendantistes et le peuple, paru dans Jouvois au début des années 80, Raoul définit le peuple comme les forces motrices ou potentiellement motrices de la révolution, en précisant que le peuple comprend les ouvriers des différents secteurs, industrie, agriculture, commerce, les employés de l'État, les paysans, petits planteurs, colons cultivateurs, mais aussi différentes fractions de la petite bourgeoisie, intellectuels, artisans, employés, ainsi que de nombreux chômeurs, écoliers, lycéens, étudiants. Raoul Servat explique: il en est ainsi parce que ces classes et ces catégories sociales ont des intérêts économiques, sociaux, politiques diamétralement opposés sur le plan objectif à ceux de l'impérialisme. Il existe un peuple guadeloupéen, pour Raoul Servat, et son objectif essentiel se situe dans l'instauration de sa souveraineté, c'est-à-dire dans l'érection d'un État indépendant du colonialisme, chargé en principe de défendre les intérêts fondamentaux du peuple libéré. Ce qui est le plus frappant, en tout cas, dans les textes de Raoul des années 80, c'est l'optimisme. Et il écrit, Raoul, il arrive que la volonté collective décolonisée d'avoir une existence étatique se transforme en une force matérielle que rien ne peut contenir. À notre connaissance, il n'existe pas de cas historique où cette volonté collective n'ait pas été couronnée de succès. Mais alors, comment comprendre le passage de l'optimisme des années 80 au pessimisme du début des années 2000? Observons tout d'abord que Raoul Servat abandonne les éléments théoriques de l'analyse marxiste pour adopter et adapter les termes de la philosophie du siècle des Lumières. Raoul Servat ne parle plus de la lutte de libération nationale sous la direction idéologique de la classe ouvrière et des paysans pauvres. Il écrit plutôt: pour un pays, le souci de la préservation de ses bases morales, culturelles et économiques devrait constituer une évidence première, une préoccupation fondamentale de la société civile, comme des élites et responsables de tous les secteurs. Ainsi, le peuple a été remplacé par le pays, la souveraineté nationale et populaire par la préservation notamment des bases morales, les classes sociales par la société civile, les intellectuels révolutionnaires par les élites, l'intérêt des masses par l'intérêt général, le parti révolutionnaire par les personnalités d'exception, et au sujet de ces dernières, nous manquons d'hommes, écrit Raoul, pour guider les cours du monde et tenter d'influer sur certains de ses affluents, prendre les initiatives opportunes pour la sauvegarde de ce qui peut l'être. Il n'y a plus de distinction entre le peuple et la nation, mais c'est le pays tout entier qui doit être gagné, je cite Raoul. Alors comment expliquer cette évolution idéologique? Notre hypothèse est que Raoul Servat entame sa réflexion sur la difficulté du peuple guadeloupéen à accéder à la souveraineté au moment même où se manifeste la crise des constructions symboliques dont s'est paré l'État-nation. Cette crise se manifeste par la dislocation des peuples dans la mondialisation, par les mutations substantielles des catégories sociales qui les constituaient,
au point d'interpeller sur leur rôle historique par l'hégémonie croissante d'une culture marchandisée, individualisante et universalisante. Paraissant vidés de leur substance et des enjeux dont ils étaient porteurs, le peuple et ses composantes deviennent fantomatiques. La Guadeloupe elle-même subit de plein fouet la marginalisation du prolétariat agricole, en même temps que l'externalisation à l'échelle mondiale de toutes les tâches connexes à la production, conduisant à un recentrage de la classe ouvrière dans le tertiaire, en particulier dans le secteur public. C'est la petite bourgeoisie qui devient le fer de lance d'une lutte qu'elle mène pour compte d'autrui. On constate à terme un inévitable infléchissement des luttes elles-mêmes, et cela au-delà de l'abnégation, du courage, de l'honnêteté de la majeure partie de ceux qui les mènent. Ainsi, la réflexion de Raoul Servat se trouve embarquée dans un entre-deux intenable, postérieur à la souveraineté nationale classique et à son substrat de lutte des classes, d'essence internationale bien que menée dans chaque pays, mais antérieur à l'avènement de souveraineté post-nationale qui reste à définir, résultat de la recomposition en cours des forces sociales en présence. Si, manifestement, le mouvement indépendantiste a connu ses heures de gloire au cours des années 80, au cours de la décennie suivante, on assiste à quelque chose qui fait penser à un rétropédalage précipité. Dans l'éditorial des études guadeloupéennes numéro 6, qui est signé du comité de rédaction, mais qui est suffisamment connoté pour qu'on puisse reconnaître la frappe de Raoul Servat, il est écrit « Si l'histoire a produit des Guadeloupéens, ceci constitue un problème pour l'histoire. Voilà une population non prise en charge par elle-même et qui vit follement son avancée vers la déperdition dans le temps, incapable de se faire peuple. Un peuple sans histoire, sans cette succession d'événements qui marquent durablement les consciences et engagent la mémoire collective future. Rien de tout cela, mais une histoire seulement cumulative, faite de pages blanches ou ensanglantées, sans conséquences majeures depuis la geste d'Eldricienne. Raoul Servat enfonce plus encore le clou. Nous vivons en effet en Guadeloupe une tendance à l'abdication, à la reddition, à la révision à la baisse, à la soumission au plus offrant. Révision à la baisse, écrit Raoul Servat. En effet, dans la période où ce texte est écrit, le mot même d'indépendance devient imprononçable. Parler du rôle historique de la classe ouvrière devient une grossièreté. C'est le moment où fleurissent 1000 métaphores et s'épanouissent 1000 périphrases afin de donner le sentiment que le mouvement national garde son cap, en même temps que les luttes sociales deviennent de plus en plus corporatistes, des poubelles renversées cessant de faire rêver de lendemain qui chante. Si de telles contorsions s'imposent, c'est sans doute parce que le début d'adhésion au test indépendantiste a nettement reculé. On aurait tort de faire fi d'une certaine intuition de l'opinion publique guadeloupéenne en matière de politique internationale. En effet, celle-ci observe qu'en dépit de la multiplication de nouveaux États, singulièrement en Europe de l'Est ou en Asie centrale, il ne s'agit que d'États vassaux et subalternes, simples pions sur le grand échiquier impérial. La revendication de la souveraineté nationale ne semble plus un objectif libérateur et crédible. En effet, les rapports de force au niveau international ont réduit à une simple idée le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Par la désintégration de l'Union soviétique, la domination militaire des États-Unis est devenue sans partage, au-delà des illusions que pouvaient donner quelques conflits récents. Une domination qui est cependant battue en brèche au plan économique par la réunification allemande, l'émergence de la Russie et de pays tels que l'Inde ou le Brésil, l'intégration de la Chine dans le système capitaliste mondial. Mais si l'heure est donc clairement à un nouveau partage du monde économique, à la redéfinition des conditions générales d'accumulation du capital et de la reproduction sociale, l'autre monde, à moins que jamais, voit au chapitre. Il est vrai que la décolonisation des années 50-60 avait déjà soulevé quelques méfiances,
L'indépendance arrachée au nom du peuple, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, aboutit la plupart du temps à une modification des formes de dépendance sans souveraineté. Le mérite de Raoul Servat est de saisir les inquiétantes réponses qui se dessinent dans la douloureuse incertitude de ce déjà plus. Le peuple guadeloupéen n'est plus un peuple mais une population. Et de ce pas encore, cette population n'a pas encore trouvé en elle-même les armes miraculeuses pour se poser en sujet politique. On observe un processus qu'on pourrait qualifier de retour du refoulé, une régression de la nation politique vers le groupe ethnique, nègre, indien, blanc, une régression de la légitimation démocratique vers la légitimité de la puissance des origines, une débâcle de la communauté citoyenne vers des identités grégaires. Les fantasmes purificateurs d'Ibo Simon s'inscrivent dans cette dynamique régressive. Cependant, la crise des souverainetés nationales ne conduit pas de manière mécanique à la disparition des communautés qui n'ont pas eu l'opportunité d'ériger leur propre État, ni à leur dissolution dans un cosmopolitisme marchand sans rivage. La crise des souverainetés nous force à reformuler la question de l'autodétermination des peuples, de la place des nations dans un monde de plus en plus mondialisé, du rôle et de la structuration des différentes catégories sociales et principalement de la classe ouvrière, de la possibilité d'un nouvel internationalisme selon le deuil de la mondialisation, autant de questions qu'il est urgent de repenser pour ne pas sombrer dans le moralisme et le pessimisme. Or, dans aucun de ces derniers textes, Raoul Servat ne cherche à proposer une nouvelle figure du peuple, comme il a tenté de le définir dans certains articles publiés dans Joubois. Il ne le nomme même plus, pour ne plus retenir que le vocable de corps social guadeloupéen, dans son manifeste pour l'ouverture de l'espace public guadeloupéen, où il écrit « Sous des dehors éclatants d'une assimilation réussie, se pourrait-il bien que nous assistions en direct à la mort du corps social guadeloupéen, un corps qui se meurt donc de n'avoir reçu d'autres remèdes que somatiques, de n'avoir trouvé le sens du pays. » Oui. Alors, face à la mort imminente... Et la conclusion? Et la conclusion, évidemment, on arrive à la mort. Face à toute vie se conclut par une mort certaine. Face à la mort imminente, Raoul Servat propose une parade. Il écrit « Notre situation appelle l'instauration d'un débat public dont la finalité consistera à déterminer avec autrui quel est le bien dont la représentation doit apporter la décision d'agir. » Il propose donc, Raoul Servat, un cadre à ce débat public. L'espace public, nous dit-il, est synonyme de délibération publique, d'échange d'arguments, de recherche par la communication du convenable, non dans le but de parvenir nécessairement à un consensus, mais au moins de parvenir à mettre à jour les désaccords et les moyens d'y remédier sans que la communauté soit mise en péril. En quelque sorte, Raoul Servat nous reconduit au point de départ, puisque l'espace public guadeloupéen qu'il nous propose vise à l'instauration du politique en vue du recommencement de la politique. Il ne nous viendra pas évidemment à l'esprit l'idée selon laquelle le débat public ne relève pas de l'urgence. Mais si Raoul Servat nous indique quels sont les travers et quels sont les bénéficiaires du silence public, il ne nous dit rien sur les freins au débat public lui-même. De quoi le silence du public guadeloupéen est-il le symptôme? Quelle est l'origine de ce silence du public guadeloupéen? Il nous semble que les réponses à ces questions ne peuvent se borner à l'espace guadeloupéen, qu'elles s'inscrivent à l'échelle mondiale, au moment où certains théoriciens évoquent la mort des idéologies. Or, nous le savons, la mort des idéologies, c'est le triomphe de l'idéologie du néolibéralisme, présenté comme évidence économique et qui fait bon jeu, bon ménage, si vous voulez, avec les idéologies révélées. Le mouvement national guadeloupéen, certainement, s'il avait choisi une autre voie, aurait pu imprimer un autre cours à notre histoire, là où les forces politiques traditionnelles ne pouvaient que se conformer à ce qu'elles sont en France. Or, une lecture des textes fondateurs de ce mouvement national est quand même surprenante par le silence des analyses et l'étalement des professions de foi.
Aucune place n'est laissée au doute analytique. La foi et le désir, on le sait bien, sont les garanties du succès. Comment en effet douter, sans être traître, de la victoire de l'esclave sur le maître, de l'opprimé sur l'oppresseur, du colonisé sur le colonisateur? Au bout de ce chemin, et alors qu'on lui dit de la mort rôde autour de nous, il devient impératif de mettre un terme à nos hostilités. Et en ce sens, l'espace public guadeloupéen est une forme de trêve. À l'heure où pointe l'idée d'un consensus guadeloupéen, il s'agit de s'unir autour du mouvement, peut-être sans doute pour différer la mort. Sauf qu'une décennie plus tard, les questions et les réponses qui leur sont données demeurent sensiblement les mêmes. Alors, je vais conclure à 3 mots. Il nous semble qu'il nous faut aujourd'hui reprendre le problème de la formation sociale guadeloupéenne, là où Raoul Servat l'a abandonné. Quelle force, oui, la laisser. Quelle force sociale en Guadeloupe serait capable de porter un projet de souveraineté nationale et de citoyenneté sociale vers l'universalisation concrète du genre humain? Telle est la question de toutes les questions. Merci. Merci.